Bienvenue sur Bitcoin et nous. On parle ici comment Bitcoin peut transformer la vie bien au-delà de l'argent. Nous, c'est Romuald et Nancy, un couple de quadragénaires, parents de 4 ados, qui a traversé une profonde remise en question. Nous sommes passés de fonctionnaires bien rangés, convaincus que l'État s'occuperait de tout, à des investisseurs et entrepreneurs qui cherchent toujours plus de souveraineté individuelle. Ici, on parle de développement personnel, de liberté et de résilience. Avec une conviction simple, le système fiat nous infantilise et nous déconnecte de nos valeurs. Bitcoin, au contraire, est un outil pour prendre le contrôle, pour devenir acteur de sa vie et retrouver une communauté alignée. Retrouver du sens, bâtir une souveraineté et avancer pas à pas vers plus de liberté, c'est notre objectif. Donc, salut à tous et salut à toutes. Bienvenue dans ce nouveau live de Bitcoin et nous. Installez-vous bien confortablement, prenez un petit café, une tisane, une petite couverture, parce que ce soir, on va recevoir du lourd. Pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui nous rejoignent pour la première fois, nous, c'est Romuald et Nancy, deux Français tout à fait classiques, voire même banals, plutôt métro, boulot, dodo et des enfants à gérer. Nous, on vient de loin, voire même de très loin. On est passé par les chocs des convictions, les doutes, la douleur. Et c'est Bitcoin qui nous a transformés. On était des gauchos typiques, puis on est devenus libéraux grâce à Bitcoin. Et ce soir, dans ce live, on reçoit des personnes qui ont eu aussi des transformations par rapport à Bitcoin et des personnes qui commencent à bâtir en fait le nouveau monde de demain. Et ce soir, on reçoit Jacques-Edouard de la chaîne de BTC Touchpoint et du site BTC Touchpoint pour un live exceptionnel sur l'éducation. Salut Jacques-Edouard. Salut Nancy, salut Romuald, ça me fait très plaisir de participer à votre émission et merci pour cette invitation et puis je suis content de retrouver aussi des connaissances là qui nous rejoignent déjà puis qui vont peut-être arriver. C'est toujours sympa d'être proches les uns des autres juste par la présence. Il y a des kilomètres qui nous séparent mais voilà, on se connaît un peu quand même. Salut Jacques. J'en profite pour il y aura une rediff, un enregistrement qui sera mis sur YouTube. Pour les personnes qui sont pas encore abonnées à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager sur les réseaux. Ça fera du bien à tout le monde, que ce soit à Bitcoin et nous, mais également à BTC Touchpoint, qui est également une chaîne YouTube. Oui. Alors Jacques, la rencontre a été un petit peu inattendue. Puisque d'habitude c'est moi qui joue les barabatteuses, mais là c'est Romuald qui a joué les rabatteurs. On était à un repas, je crois. Un repas du coin. Un repas du coin. Et à l'époque, Favier avait trouvé très drôle en fait de nous séparer. Donc je me suis retrouvée amputée de ma moitié pendant tout le repas, mais c'était une expérience extraordinaire. Et Romuald est revenu enchanté, heureux, et m'a dit non mais j'ai rencontré quelqu'un. Je me souviens, c'était où? C'était à Caen, non? Je me souviens plus exactement. Si, c'était à Caen. Si, je me souviens bien, c'était à Caen, ouais. Ah ouais. Et alors, pour la petite histoire, on a fait le tour de table habituel où tout le monde se présente. En fait, je pense que t'as pas dû le vivre de la même manière que moi parce que forcément, on a chaque individualité. Et donc, t'es passé juste avant moi, on était côte à côte, et tu t'es présenté, t'as présenté ton parcours. Et en fait, c'était une période où je commençais à devenir vraiment bitcoiner, en fait. Mais je me cherchais encore un petit peu en fait. Tu vois, pour moi, c'était encore un peu un truc vachement geek et financier. Et tu t'es présenté, t'as présenté ton parcours et en fait, on n'a pas exactement le même parcours, mais il y a certaines choses qui font écho. Ouais, je me souviens bien, ouais. Et du coup, en fait, je suis rentré à la maison, je dis à un petit dans la voiture, en fait, ouais, il y a des gens normaux, il y a des gens qui me ressemblent, qui s'intéressent à Bitcoin et vraiment, ça m'a sans t'en rendre compte, tu m'as fait du bien. Voilà, il y a eu un effet miroir incroyable. Ça veut dire que t'as le droit d'avoir ton propre, ton parcours était pas impossible dans Bitcoin, quoi. Il y avait d'autres gens qui avaient des trajectoires un peu semblables, quoi.
C'est ça. Ouais. Et donc du coup, en parlant de là, est-ce que tu veux bien te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours quand même, qui m'a énormément scotché, quoi. Alors ouais, volontiers. Alors je sais pas dans quelle mesure je me présente, dans la mesure où forcément je vais parler un petit peu de moi et de ce parcours. Ce De que ton je peux, œuvre. ouais, de ce que je fais, et qui est une passion. Mais non, je peux dire assez rapidement. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis un papa. J'ai 3 enfants. J'ai 52 ans depuis 3 jours. Donc, si tu veux, moi, mon anniversaire, c'est le printemps. Chaque fois qu'on est au mois d'avril, je suis content. Bon anniversaire. Bon anniversaire, oui. Merci. Et puis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On en reparlera. Mais 52 ans, c'est après, ou en tout cas la crise de la quarantaine, que certains des participants ou de ceux qui écoutent n'ont pas encore vécu. Je l'ai traversé. Ça, c'est finalement la découverte de Bitcoin. Elle est assez, elle coïncide un petit peu avec cette période, et je pense qu'il faudra en parler. Mais voilà. Alors, bon, pour aller très vite, j'ai une carrière, j'ai étudié l'agriculture, je suis ingénieur en agriculture, j'ai un master en gestion de l'eau et environnement, et puis j'ai fait un PhD, un doctorat sur toutes les questions de gestion de l'eau, assainissement, plutôt dans un contexte de pays en voie de développement. Donc j'ai beaucoup travaillé comme expert, soit dans des ONG, des think tanks, des bureaux de conseil, et j'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu dans quelques pays en Afrique, j'ai vécu au Mexique. J'ai fait un petit passage où j'étais enseignant-chercheur au Tech de Monterrey. Et puis voilà, un beau jour, ou plutôt, ça j'en parlerai, mais il y a eu un moment donné, il était temps pour moi de prendre une nouvelle trajectoire. Et j'ai cherché, j'ai trouvé Bitcoin, et ça a redonné beaucoup de sens à ma vie. En tout cas, ça m'a voilà, ça a réactivé pas mal de choses, et on va en parler en long et en large. Voilà à peu près ce que je peux dire en intro, quoi. D'accord. Non, mais super. Et donc du coup, quelques années plus tard, en fait, tu rencontres Bitcoin. Et donc du coup, ça a des effets sur toi. Et nous, ce qu'on va particulièrement étudier avec toi, c'est l'approche de l'éducation. Parce que comme tu as expliqué, tu as un parcours académique, tu as été prof-chercheur. Tu as été aussi un petit peu je sais pas si tu as vraiment été dans le domaine de fonction publique, si c'était prof-chercheur. Non, ça a duré 1 an, et j'étais Ouais. enseignant-chercheur. J'enseignais la gestion de l'eau à un public d'étudiants ingénieurs, en fait, des élèves ingénieurs, et c'était une école privée, donc j'étais pas totalement fonctionnaire. Néanmoins, Ouais. on pourra y revenir. Voilà, il y avait quand même un côté, voilà, on y reviendra. D'accord. Et du coup, de ce passage-là, voilà, tu as un background assez classique, même très, comment dire, de gendre idéal, hein. C'est Franchement, ça, c'est faudrait ça. pas que je te présente à ma mère, mais Pas C'est très ça. simple. Les voilà, on n'est pas apparences peuvent du tout être assez trompeuses. voilà, on n'a pas du tout voilà un profil de cypherpunk, plutôt assez classique. On est dans une éducation assez conventionnelle. Et pourtant, sur ta chaîne, tu m'as complètement scotché. Tu as fait toute une vidéo avec Tellier sur l'analyse en fait de l'école gratuite et obligatoire de Rothbard C'est sur ça. l'éducation. C'est ça. En fait, ce qui s'est passé, ça remonte peut-être à il y a 1 an et demi. J'avais lu le Fiat Standard, l'étalon Fiat, ce livre de Save Dan Amos, qui en partant finalement d'une critique de la monnaie fiat en vient à passer au crible un petit peu tous ces effets néfastes, directs et indirects, sur différents secteurs d'activité dans la société. Et donc, l'éducation, les sciences, la recherche y passent. J'avais trouvé ça très intéressant. Et puis, si tu veux, ce qui se passe, c'est que en tant que papa, avec des enfants qui grandissent, et ça grandit toujours trop vite, j'en venais à ça, si tu veux, tout ce que j'avais lu, et puis ce que je pouvais voir, parce qu'on est tous conscients finalement
du déclin de notre système éducatif. Il suffit de suivre les classements PISA pour voir qu'on est vraiment dans une trajectoire assez catastrophique. Mais au-delà de ça, j'étais content, si tu veux, de nourrir cette réflexion, essayer de gagner en lucidité pour voir un petit peu ce que mes enfants vivaient, et puis pour avoir plus de recul finalement sur un système éducatif que je connaissais un petit peu, parce que je vais en parler. J'ai travaillé sur la question en Asie, en Afrique. J'ai fait des évaluations de programmes en milieu scolaire. Donc, mais c'est toujours pareil, quand tu vois, t'as toujours beaucoup de difficultés à analyser ce qui est le plus proche de chez toi. Si tu veux, l'eau du bocal dans lequel tu nages, c'est pas toujours évident de la caractériser. Alors, et puis finalement, si tu veux, on voit bien que l'éducation, pas juste le système éducatif français, mais les systèmes éducatifs sont quand même soumis à rude épreuve là, avec une révolution technologique hyper profonde, IA, robotique là, qui avance vite, et voilà, on sent que finalement, il va falloir, il faut se remettre en question sur ce qu'on transmet aux enfants. Est-ce que la formation qu'on leur donne en primaire, au collège, au lycée, mais même après, correspond à ce dont ils vont avoir besoin finalement pour s'épanouir et avoir une utilité économique? Je pense qu'il y a vraiment un sujet assez terrifiant en fait. Du moins, il peut être terrifiant autant que, voilà, je pense que c'est assez préoccupant objectivement. Et donc j'ai eu très envie d'approfondir la question, et je l'ai fait avec Damien, qui m'avait déjà pas mal guidé finalement dans l'analyse de l'anatomie de l'État de Murray Rothbard, qui avait été pour moi une lecture. C'est une lecture courte que j'ai faite et donc commentée avec Damien sur le podcast. Et pour moi, ça avait été vraiment un premier éclairage vraiment assez percutant, assez violent, très utile sur l'État, en fait. Une caractérisation sans doute un petit peu plus juste, même si sans doute sévère, de l'État, qu'on connaît finalement par le biais de la propagande qui nous transmet. Et là, on avait le revers de la médaille, donc on arrive à voir aussi des aspects un petit peu plus sombres de l'État. Et donc l'anatomie de l'État, c'est quelque chose d'assez général. Et là, voilà, lorsque j'ai appris, et ça c'était en discutant avec Daniel Prince sur un autre épisode, justement de Save the Mammoth, Daniel Prince m'avait dit: il faut absolument que tu lises ce bouquin, l'école gratuite et obligatoire. Et puis voilà, le livre était déjà traduit et il est téléchargeable gratuitement sur l'Institut Copé, dont Damien Tellier était le président, ou en tout cas fondateur ou cofondateur. Et donc j'ai proposé à Damien d'analyser ce texte, et voilà. Et donc voilà un petit peu comment j'en suis arrivé à porter un petit peu un nouveau regard sur l'éducation. J'avais une question, et je dirais que c'est Jacques, Ouais. juste pour comprendre, pour me mettre dans le contexte, au moment où tu as commencé à te poser à te pencher sur ce bouquin, que je conseille vivement d'ailleurs, hein, c'est vraiment un petit livre de quoi, une 70 pages, un truc comme ça. Donc ça se lit très bien, c'est facile. 83 pages. Bon, on l'a sur le bureau là, donc. Et donc tes enfants, si ça te dérange pas de partager ça, ils avaient quel âge à peu près? Parce que c'est mes pas la même chose de enfants, se poser la question quand ils sont en maternelle et quand ils sont en en études supérieures, quoi. non, ils sont entre ils sont entre sixième et terminale, D'accord. et potentiellement ils s'ennuient. Ils sont dans la phase où ils peuvent s'ennuyer, donc il faut surveiller, quoi. Il s'agit, tu vois. Et en fait, voilà. Donc, et voilà, ça s'est présenté à un bon moment, puisqu'il y en avait. Ils ont pas tellement de difficultés, mais par contre, ils renvoyaient des signaux, nous indiquant qu'ils s'emmerdaient à l'école, quoi. Et effectivement, tu voyais que d'une année sur l'autre, tu avais l'impression qu'ils apprenaient toujours le même truc, quoi. Donc
Mais juste pour terminer, en fait, la logique, je dirais plutôt moi ce qui m'a amené, si tu veux, Murray Rothbard, c'est un auteur assez radical. Quand tu lis le bouquin L'anatomie de l'État ou que tu l'écoutes sur le podcast, etc., tu prends quand même probablement ta claque. Une claque qui fait plutôt du bien parce qu'objectivement, ce qu'il dit, c'est pas faux. C'est peut-être pas une vision totale, mais en tout cas, c'est certainement une perspective qui nous manque et qu'il faut prendre en compte. Et si tu veux, moi, quand je lis ça, bon, ok, c'est déjà un pas, mais que Bitcoin, l'étude de Bitcoin m'a fait comprendre qu'effectivement, il y a des monopoles d'État qu'il faut lui retirer, quoi. Et le monopole de l'État sur la monnaie, c'est catastrophique. Et là, aujourd'hui, on a effectivement une alternative. Et donc, si tu veux, tu coches cette case-là et tu te dis, bon, ok, qu'est-ce qu'il y a comme autre monopole qui déconne, et tu regardes l'éducation. Et alors, il s'agit pas nécessairement de tout jeter, de tout critiquer à 100%, etc. Mais disons que l'analyse de ce livre, sa lecture et puis les commentaires, en tout cas moi que Damien donne sur le podcast, et puis je lis aussi un commentaire d'un dénommé Olivier Ledoy, qui est hyper puissant parce qu'il se concentre sur le système éducatif français relativement récent, quoi. Ça a écrit en 2012. Ça te permet de nommer les faiblesses, nommer les défaillances structurelles, quoi, et les raisons pour lesquelles finalement il n'est pas souhaitable de vouloir à tout prix faire perdurer ce modèle, quoi. Donc voilà un petit peu le contexte. Après, moi, je peux vous parler un petit peu de mon expérience perso, parce que j'ai pas non plus envie de. Mais alors, voilà, moi j'ai. Ouais, vas-y. Parce que en fait, pour revenir sur l'anatomie de l'État, moi, quand je l'ai écouté, il m'a fait le même effet que quand j'ai compris la philosophie de Bitcoin. Donc, il m'a retourné la tête et il m'a obligé, d'une certaine manière, en fait, à repenser l'investissement. Que l'investissement, c'est pas la priorité, c'est pas forcément mettre des sous de côté, mais c'est investir sur soi. Donc, tu vois, en fait, ça, on va revenir après. Et puis aussi retravailler la souveraineté aussi, la souveraineté communautaire. Je te dis ça pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu et j'ai grandi dans une famille de fonctionnaires. Et quand je dis fonctionnaire, c'est éducation nationale. Je suis une enfant MGEN. Donc, j'étais affiliée à la MGEN pendant des années. Mutuelle générale de l'éducation nationale, pour ceux Voilà. que c'est que ça pas. Alors, visiblement, il soigne mal la toux. Vous excuserez Nancy, il a une toux permanente. Et du coup, ma mère était prof, mon frère l'est, sa femme l'est aussi, la femme de mon deuxième frère elle est aussi. Enfin bref, les repas de famille ressemblent à une réunion parents-prof. C'est pas toujours simple. Et en fait, moi, l'éducation nationale, l'école m'a m'a impacté à 3 niveaux dans ma vie. La première, c'est que, en fait, toute ton enfance, on t'apprend que il y a certaines choses qu'il faut apprendre. Et tu as un maître pour ça, tu as un professeur, tu as un programme scolaire. Et si tu rentres pas dans les cases, du CP jusqu'à la terminale, c'est long et douloureux, hein. Quand tu rentres pas dans les cases de système cela, en fait, c'était pas bon en maths, c'était pas bon non plus en langue. Oui. Bon, t'as quand même des choix qui sont relativement restreints. Et en fait, l'éducation, l'apprentissage, le mentorat, d'autres formes d'éducation, c'est très mal vu. Et en plus, c'était d'autant plus mal vu et mal compris dans ma famille, parce que moi, je suis biberonnée au programme scolaire éducation nationale. Et donc, comment, en fait, toi, qui as vu ça, qui a étudié, en fait, le texte de Rothbard,
comment tu vois en fait que euh, que l'école, en fait, finalement, est-ce qu'il fait de nous des citoyens, est-ce qu'il fait de nous des gens éclairés ou tout simplement des futurs prisonniers d'un système qui ne pourront pas échapper, quoi. Ouais, écoute, lui, alors j'espère que voilà, je pense que vraiment pour ceux que le sujet intéresse, il faut écouter le truc parce que moi, ça va être un pâle résumé et je vais passer à côté de pas mal de choses. Mais en gros, lui, il insiste vraiment sur la nécessité tout de même d'une certaine forme d'instruction. Déjà, il faut distinguer instruction d'éducation. Instruction, c'est le transfert de compétences, de connaissances. Éducation, ça va bien au-delà. Il y a vraiment une ouverture sur le monde, sur soi qu'on essaye de promouvoir chez l'élève, une transmission de valeurs. Bon, ça va vraiment beaucoup plus loin. Et que l'éducation nationale s'autoproclame comme telle, c'est sans doute un excès, puisque bien souvent c'est quand même une instruction et de mauvaise qualité au regard du déclin en fait des performances sur les compétences de base que sont la lecture, l'écriture et puis l'arithmétique, quoi, tu vois. Donc ça, ce qui souligne, c'est que de toute façon, alors le point de départ, je pense que c'est là où c'est très important, je pense, et c'est là où je trouve l'approche d'économie autrichienne assez riche, c'est de partir sur cette idée que la civilisation, une société civilisée par opposition à une civilisation, une société primitive ou barbare, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus, mais une société civilisée, elle est intrinsèquement, elle va valoriser une forme de la singularité de chacun. Elle va chercher à permettre à chacun de se différencier, de cultiver ses talents, de travailler sur des prédispositions, etc., pour permettre vraiment à chacun de se construire autour de ses forces, de ce qui l'anime, de ses moteurs intérieurs qui lui permettent de se développer dans la vie, etc. Parce qu'on sait bien que c'est bon pour l'individu et c'est bon aussi pour le groupe, puisque chaque individu va aller explorer, construire, faire quelque chose d'aussi unique qu'il l'est, quoi. Et donc l'éducation, quelque part, elle doit accompagner le développement de l'enfant, de l'adolescent, et ça continue toute notre vie, mais c'est un accompagnement finalement dans le développement de ce qui nous rend différents, même si, et il y a plein d'apprentissages, il explique, qui se font de manière pratiquement naturelle, tu vois, que ça se fait pratiquement automatiquement. On est des machines à apprendre, quoi, tu vois. Je veux dire, il y a une curiosité qui est innée. Et le cerveau, il fait un boulot, qu'on le veuille ou non, quoi. On apprend des trucs. Par contre, ce qu'il explique, c'est qu'on a besoin d'une instruction assez formelle. Et historiquement, ça s'est fait à travers un prof et un bouquin sur justement l'apprentissage de la langue, de l'écriture, de l'arithmétique, etc. Donc, il y a besoin d'une forme d'instruction qui, idéalement, doit être différenciée, quoi. Ne serait-ce parce que on est tous différents et que le fait de nous mettre tous dans une classe d'âge et de nous donner le même programme qu'on doit faire à la même vitesse, et bien souvent il y a un nivellement vers le bas, mais si tu veux, dans tous les cas, tu vas avoir une insatisfaction assez généralisée parce qu'il y en a pour lesquels ça va aller trop vite, d'autres trop lentement, c'est des sujets qui t'intéressent pas, machin. Donc tu vois, l'idée c'est vraiment d'avoir un accompagnement au plus proche de chacun et qui s'adapte à ses forces, ses difficultés, bref. On pourrait y revenir, mais il y a sans doute de belles perspectives là-dessus lorsque tu combines une sorte de mentorat humain, analogique, une attention humaine à chacun avec des outils IA qui permettent de prendre le relais sur des aspects plus mécaniques, quoi. Mais 100% d'accord avec toi. tu vois, J'ai une petite anecdote perso là, il y a très récente. La semaine dernière, on était en rendez-vous avec la prof principale de notre fils, notre deuxième, pour parler orientation, en fait. Et on a attendu 5 minutes dans le hall du lycée. Donc il a 16 ans. Et en fait, quand tu parles de besoin de différenciation de l'éducation, alors là, je vais faire quand même mon gros réac. J'en ai pas parlé à Nancy avant le live, mais en fait, tu vois un lycée avec des gamins et des gamines qui ont entre 15 et 18 ans.
Et j'ai dit à Nancy, j'ai dit mais la vache, la différence en fait entre les gars et les filles globalement, hein, on va pas faire dans la dentelle, mais et du coup t'as vraiment une énorme différence entre les garçons qui sont tous quasiment testostéronés à bloc, qui font du bruit, qui se baladent en groupe, enfin voilà des ados de 16 ans quoi, ça bugle, et les filles qui sont posées, calmes et studieuses. Et d'ailleurs ça se revoit sur les résultats, c'est qu'en fait l'échec scolaire, par exemple, touche beaucoup plus massivement les garçons que les filles. Donc rien que là-dessus, même sans parler d'individus, rien que sur le sexe, en fait, on voit il y aurait déjà un besoin presque, je ne veux pas repartir sur l'école des garçons et l'école des filles, mais ça pose question quand même. Ouais. Et donc, par rapport à cette histoire de différenciation qui doit être finalement soutenue, encouragée par une société pour qu'elle fleurisse, quoi, pour qu'elle soit aussi féconde que possible, l'éducation finalement dans les modalités qu'elle met en place, elle échoue parce qu'on est sur quelque chose qui est de l'ordre de l'uniformisation. On est vraiment sur de la monoculture, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, l'idée c'est que, alors, il explique un petit peu dans différentes historiquement, c'est là où c'est génial, Rothbard, c'est que pour des gens comme moi, tu vois, qui n'avaient pas spécialement accroché ni avec la littérature, ni avec la philosophie, ni tu vois, complètement ignorant des choses politiques et de l'histoire, là, on a chez des individus comme lui quelqu'un de très polyvalent qui arrive à croiser ces différentes disciplines dans des écrits qui restent très accessibles. Alors, il t'explique quelles sont un peu les racines de l'éducation gratuite et obligatoire. Donc, c'est un petit peu, ça se veut un petit peu ironique à partir du moment où c'est gratuit obligatoire, tu sens qu'il y a un coup fourré, quoi. Et en fait, effectivement, tu comprends que c'est né a priori en Allemagne, je crois, 1802, 1804, dans cette période, à une époque où les Allemands sont pris une branlée par les Français sur le champ de bataille, et les généraux, plutôt que de se remettre en question, expliquent au Kaiser, ou je sais pas si c'est un Kaiser à l'époque, mais expliquent à leurs dirigeants qu'en fait c'est les fantassins, c'est les citoyens qui sont pas assez disciplinés. On va on va les régimenter à l'école et on prendra notre revanche. Donc c'est vraiment, si tu veux, dans une perspective d'instrumentaliser l'éducation comme outil finalement à la fois de propagande pour que le citoyen soit prêt au sacrifice ultime, et puis pour lui inculquer ce qui sera nécessaire pour en faire quelque chose, c'est ça, d'obéissant. Et je pense, et donc après cette logique se répand parce que les Français perdent la bataille, je crois, c'est 70 ans plus tard, et les politiciens français font le même constat. Ils disent bon, ouais, il faut qu'on se mette au boulot. Là, on a vraiment une école qui est pas efficace dans ce sens-là. Donc il y a des logiques de puissance étatique qui sont sur le plan militaire. Il y a aussi, alors il y a un passage qui est assez intéressant où on voit aussi à quel point Luther, Calvin vont utiliser l'école aussi pour justement modeler, en fait, formater la population. C'est ça, vraiment créer un conformisme, une homogénéité totale dans la population qui se fait aux dépens de ce processus de différenciation qui est tellement nécessaire. Et donc, instrumentalisation militaire, instrumentalisation économique, je pense pas que ce soit tellement décrit dans le bouquin, mais on comprend bien finalement que le modèle qui est encore celui qu'on a, il a été sans doute efficace à un moment donné où il fallait fabriquer des ouvriers ou des secrétaires, tu vois, je veux dire des fonctions qui étaient demandées en grand nombre dans une société qui s'industrialisait, qui se professionnalisait. Finalement, on demandait d'être un automate. Tous ces jobs-là, ils sont en train de dégager aujourd'hui, mais pendant une bonne période, ça te permettait d'avoir un formatage qui te donnait un job que tu faisais pendant toute ta carrière, puis après tu partais à la retraite. Là, le problème, c'est que ce formatage, finalement, il peut être encore très pertinent dans certains métiers,
probablement qui peut te permettre de développer certaines qualités. Je veux dire, on a encore des filières d'excellence en maths, en sciences. Il y a des choses qui sont pas mal quand même, mais c'est de plus en plus inadapté aux réalités professionnelles, quoi. Tu vois. Mais là, où je te rejoins, en fait, c'est que ce système de formatage, en fait, comme il est normé, il est validé en fait par des certificats, des diplômes, patati patata. Et en fait, c'est un apprentissage par la violence. Moi, ça m'a toujours choqué les gens qui faisaient médecine ou mon frère qui passait sous concours pour être prof. Enfin, c'est examens. En fait, c'est une période de leur apprentissage où en fait ça se passe dans la douleur. Et t'as l'impression que apprendre, en fait, c'est pire qu'un accouchement, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est Tu dois la accoucher, sanction du tu dois diplôme. accoucher d'un diplôme. Tu dois accoucher d'un diplôme qui est en fait une formalité purement administrative qui est reconnue en plus que par ton État, parce que si tu vas à l'étranger, il n'est pas forcément reconnu. Ça fait certes plaisir à ta mère dans ses réunions de tupperware parce qu'elle est super fière que sa fille ou son fils a un bac plus 5, un diplôme ou un truc dans ce genre-là. Mais factuellement, une fois que t'es sorti de tes études de tout ça plus ça, tu finis par te dire mais en fait tout ça pour ça parce qu'au final au boulot je m'en sers pas tant que ça en fait finalement. Et ça a été un apprentissage dans la douleur parce que ça m'a fait des nuits blanches, des stress, et plein. T'as une compétition qui s'installe aussi Ouais, parce ouais. que il y a là j'ai un de mes neveux qui a fait une prépa. Les écoles de prépa, ils sont pour maths, ils sont réputés pour être vénères, quoi. Les gars, ils sont pas là pour s'échanger des cookies, quoi. C'est ça. Après, il y a des environnements où quelque part, quand t'es poussé, tu vois, c'est typiquement dans le sport, le fait d'avoir une équipe adverse ou d'être sur un stade d'athlétisme et d'avoir des compétiteurs, ça va te pousser, ça te pousse à donner le meilleur de toi et quelque part, c'est bien. Mais là, effectivement, ça se fait dans des contextes qui sont assez violents, je pense, et qui respectent pas le fait qu'on a des dynamiques d'apprentissage des modes d'apprentissage assez différents et voilà, tout ça se fait dans des temporalités hyper refermées qui fait que si à ce moment-là de ta vie il y a des interférences, t'es pas dispo, tu peux pas, finalement tu vas être sanctionné pendant une bonne partie de ta vie et ça va dépendre des pays, mais en France effectivement jusqu'à il y a peu, je pense que le diplôme était un peu sacro-saint et puis bref. Mais tu vois, moi dans ma vie, j'ai pas trop à me plaindre finalement des études. Tu vois, si je reviens sur ma scolarité, il y a eu primaire, ça va quoi. Je veux dire, rien à signaler. Collège, lycée, j'habitais dans un petit village, 1500 habitants dans l'Aube, un truc bien paumé. Et j'étais plutôt bon à l'école, donc mes parents ils se sont dit ok, est-ce qu'il va à la ville, est-ce qu'on le met en pension? Bon, ils m'ont mis en pension chez les jésuites. Donc si tu veux, les jésuites c'est aussi un formatage quoi. Ouais. Donc c'est une certaine forme de recherche de l'excellence dans l'éducation avec quand même très catholique bien sûr. Et donc c'est clairement un formatage. Après, pour moi, ça plutôt. Alors, c'était difficile parce que la pension, tu rentres à la maison samedi 14h, tu repars le lendemain 18h. Donc sur le plan affectif, tu dégustes un petit peu parce que tu te retrouves avec des potes et des gars, mais tu vois, c'est un peu la loi de la jungle, quoi. C'est pas fun tous les Bien jours. sûr. Après, tu te fais des bons potes, Ouais. mais affectivement, je pense Ouais. qu'en termes de maturation affective, il y a du dégât quoi. Après, en termes c'était pas juste de l'instruction. En fait, quand tes parents ils te confient à un pensionnat, il y a une mission éducative et de manière générale, le corpus de valeurs, de trucs qui m'ont été transmis, c'était plutôt une bonne fondation. Même si, tu vois, et même si, et je me suis pas senti prisonnier
d'un carcan. Tu vois, j'ai pas eu de difficulté à remettre en question ma culture religieuse, des trucs comme ça. Donc j'ai plutôt, en tout cas aujourd'hui encore, peut-être que j'ai pas assez de lucidité sur la question, mais moi j'ai plutôt bien vécu le truc. Et puis j'ai eu la chance dans cette école, ils étaient pas si cons que ça, tu vois. Je veux dire, il y avait des choses, ils cherchaient justement à permettre des espaces de différenciation. Moi, je me souviens en classe de troisième, je crois, le mercredi, j'allais dans un atelier bois, tu vois, on pouvait faire des activités. Et je faisais des espèces de petits surfs là, tu sais, les skimboards que tu as à la plage, les gens. Ouais. Bon, c'était le tout début, et j'étais probablement un des premiers shapers de France et alors je ponçais ça et je peignais ça avec mes petites gouaches à 2 balles, et puis je mettais du vernis, et puis je vendais ça à des plus jeunes dans la cour qui trouvaient ça cool, tu vois. J'ai eu un prof en quatrième qui est l'archétype du prof que tu as envie d'avoir dans ta vie une fois. Il nous a dit, bon, je suis votre prof principal, on va pas faire du français comme vous l'imaginez, on va dégager ça vite fait une fois toutes les 2 semaines ou je sais pas quoi, et moi je vous propose d'écrire la suite de Bilbo le Hobbit. Nous, on connaissait pas Bilbo le Hobbit, tu vois. Moi, ça fait vachement longtemps, personne connaissait pas. Et il nous a montré un vieux film du Seigneur des Anneaux, il nous a fait lire Bilbo le Hobbit, il nous a dit, est-ce que ça vous branche que cette année, plutôt que de faire des cours chiants de français, eh ben, on écrive le bouquin ensemble, on se met par groupe, vous écrivez chacun des chapitres. Toi, Jacques, si tu veux, tu peux décorer la classe. Alors moi, j'ai tapissé la classe de papier craft, et puis avec le rétroprojecteur, je dessinais des dragons et des trolls. Tu vois, il y avait des espaces de vie, quoi. Il y avait des espaces de vie intelligents, quoi. Donc moi, j'ai pas trop souffert là-dedans. Et puis ensuite, après, si tu veux, moi, disons que je peux pas me plaindre, tu vois. C'est pareil avec, de manière générale, avec moi, mon regard, si tu veux, sur l'analyse assez critique que les libertariens ou anarcho-capitalistes font de notre société et de notre monde, c'est que ils apportent un regard hyper lucide, hyper nécessaire sur des limitations structurelles du système et sur des incitations hyper perverses et des dégâts qui sont occasionnés sur l'individu, etc. Ils nous font comprendre qu'en fait, si on arrive à mûrir, il y a des possibilités de développer un potentiel énorme chez chacun et collectivement, mais ça reste vachement hypothétique. Tu vois ce que je veux dire? Dans la réalité, le système, il est là où il est parce qu'il en est arrivé là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une certaine forme de darwinisme qui fait que si c'est là, c'est que ça s'est imposé. Et même si c'est foireux, apparemment, c'est plus fort que l'idée du système que tu as envie de voir, qui n'a pas encore réussi à s'imposer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Alors, carrément. moi, j'ai deux petites remarques et une proposition. Et une proposition à vous faire. Deux petites remarques, je reviens un peu sur ce que tu disais, c'est quand tu présentais un peu l'histoire de l'éducation nationale. L'éducation gratuite et obligatoire, et en fait, ça fait un peu écho, en plus quand on sait que c'était pour servir l'armée et Et l'État. après l'industrie. C'est comme la petite phrase qu'on dit maintenant un peu pour tout, c'est quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et ben en fait, ça s'applique aussi dans ce cas-là. Carrément. Si l'État te fournit une éducation gratuite, il y a sans doute une raison derrière. Après, faut pas non plus, comment dit-on, il y a quand même, si tu veux, il y a beaucoup de gens que t'en as rencontré sans doute, peut-être toi-même ou tes parents en ont bénéficié. Lorsqu'on parlait de l'ascenseur républicain, on reconnaissait aussi à quel point finalement il se passait des choses intéressantes. Et les profs que sont vos frères et sœurs et parents, ils ont en eux probablement une vocation qu'ils arrivent juste plus à exprimer dans un système qui est structurellement, qui est quand même assez contraignant justement pour mener ce travail d'éducation. Il est programmatiquement contraignant, et puis il est quand même pas mal. Il a été quand même pas mal habité par aussi il y a eu tout un travail de fond qui a été fait par des syndicats qui arrivent aussi avec leur idéologie et notamment l'idéologie très égalitarisme que dénonce Rothbard dans le bouquin,
et donc ça se traduit par un nivellement vers le bas, et donc les profs sont complètement, en fait, ils sont, comment dit-on, ils sont dépouillés de leur mission, quoi. En fait, ils avaient une mission, c'était d'aider chacun à grandir, et là, en fait, tu vois, je veux dire, on défonce le mérite, la quête de l'excellence. Bref, tu vois, je veux dire. La deuxième remarque que j'avais, c'est qu'en fait, ça fait écho à ce que tu viens de dire là, c'est que quand le niveau baisse, aujourd'hui, dans un monde d'hyperconnexion, de réseau, je me suis fait la remarque tout à l'heure. En fait, on a un compte, alors où on publie pas, là, on est juste consommateur. On a un compte TikTok. Alors, on n'est pas du tout dans la tranche d'âge, mais en fait, on s'est mis sur TikTok pour comprendre en fait comment ça fonctionne, pour comprendre nos enfants en fait. Et du coup, j'étais tout à l'heure dessus à scroller un peu, et je vois une publication que que mon fils a republié, où c'était une petite genre de petit dessin animé avec des mèmes, quoi, en gros, où ça remettait en cause la filière générale. Et en fait, c'était toute l'histoire, c'était vachement bien fait. Et je me dis, c'est terrible parce qu'en fait, pour les profs et pour le système d'éducation nationale, c'est que le système s'enfonce, il dégrade, et en fait, les usagers, entre guillemets, les élèves, s'en rendent compte au quotidien, Ouais. et en plus, ils sont alimentés dans leur réflexion par tout un environnement de réseau qui C'est terrible. les alimente, quoi. Ça doit être assez déprimant, hein. Et c'est là, ouais, bref. Et si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que moi, cette lecture, ou plutôt cette prise de conscience, bon, elle était déjà un petit peu en germe en moi. C'est juste que j'avais pas pris le temps d'étudier mon propre système. Mais dans le cadre de mon doctorat, et puis dans mon métier d'expert, évaluateur de programmes de développement, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de travailler vraiment sur les questions de leadership, de qualité de l'éducation en primaire en particulier, et notamment, si tu veux, j'avais fait un travail où j'avais été sur quelques mois. C'était une de mes missions les plus passionnantes. C'était 2014. Pour une grosse ONG anglaise qui s'appelait Waterhead, et donc qui avait des actions en milieu scolaire autour de l'eau potable, hygiène, le lavage des mains, savon et tout, et les chiottes. Ils m'avaient confié une évaluation de leur programme, et donc je suis allé passer du temps au Pakistan, en Inde, au Bangladesh, au Népal, aux Philippines, et donc c'était génial. Et en fait, je leur avais dit, ok, moi je veux bien y aller, mais je vous fais pas l'évaluation de base à compter les robinets qui marchent et ceux qui marchent pas. Et non, j'ai essayé de comprendre quels sont les facteurs sous-jacents qui font qu'on a une dynamique positive dans telle et telle école, et que et que ça se traduit extérieurement par des infrastructures qui tournent encore 6 mois, 5 ans, 10 ans après votre programme, quoi. Et donc c'était pour faire court, c'était assez rare de voir des écoles dans l'éducation publique, dans l'éducation d'État, où il y avait des infrastructures qui tenaient la route. C'était assez catastrophique. Et je comprenais en discutant avec les gens, que dès que les parents arrivent à accumuler un petit peu d'argent pour offrir à leurs enfants une éducation meilleure, direct, ils les mettent dans des écoles privées. Et ces écoles privées, ça peut être, tu vois, je veux dire, les gars, ils ont pas le CAPES, quoi. Tu vois, ça peut être un entrepreneur qui a même pas, qui a un niveau d'instruction peut-être très bas, mais qui a des qualités d'entrepreneur, et qui va réunir des profs, et peut-être que son école va pas être terrible, peut-être que ça va être merdique, peut-être que ça va être un scam, mais c'est les lois du marché qui font au fur et à mesure, tu as des écoles privées qui vont se faire une belle réputation, tu as une concurrence qui s'établit. Et puis en fait, eux, ils sont jugés sur les résultats, puisque les gamins, ils passent les mêmes examens au niveau national, et donc finalement, tu as une mesure une mesure de l'efficacité de l'instruction, quoi. Et donc en fait, c'est là-dessus qu'il arrive dans le bouquin Rothbard.
c'est que ce qu'il faut, c'est rétablir le choix. Rétablir le choix, un choix qu'on a perdu, puisqu'en fait, en France, l'école privée sous contrat, eh bien, elle est obligée d'appliquer le même programme, et puis les profs sont payés par l'État. Et même, me disait Damien, les écoles hors contrat ont aussi, je pense, pas mal de contraintes, qui fait qu'il n'y a pas vraiment d'offres éducatives variées, quoi. Voilà. Oui. Voilà. Et donc, du coup, c'est vachement bien parce que ce que tu viens de dire, c'est que, tu vois là, on a vu la partie, les effets de l'éducation quand t'es enfant, enfin quand t'es client direct, quand t'es étudiant. Là, en fait, quelques années après, on change de niveau puisqu'on devient parent. Et donc, forcément, l'éducation de nos enfants, ça nous impacte. Donc, le choix de l'école privée, personnellement, c'est quelque chose qu'on a fait relativement assez vite. Ils ont été un public en primaire parce que dans la zone géographique, on était vraiment dans un spot vraiment une anomalie, quoi. On a vraiment eu de la chance de tomber sur les bonnes personnes, sur la bonne équipe, Ouais. dans un tout petit village, dans une école de 100 Ouais, c'est élèves. important. Franchement, on aurait, voilà. Il y a des fois, t'es comme ça, t'as des pépites comme ça qui te traînent. Et là, on est tombé dessus. On Ça, avait une directrice d'école qui qui était était enseignant-chercheur aussi. qui était une ancienne chercheure en ethnologie, qui avait été étudier des tribus, je crois, enfin, en Ouais, Indonésie. c'est ça, Enfin ouais. bref, un truc complètement atypique. C'est- Un coup de peau énorme, Ouais. quoi. Tu Ouais. dis. Mais c'est ce que Et dit ma femme. voilà, Ma femme, elle dit, quand t'as des gamins en bas âge, ta préoccupation, ça doit être trouver un bon médecin, un bon pédiatre, et puis une bonne école. Et puis si t'arrives à régler ça, t'es ouais, tranquille, quoi. ouais. Bah oui, c'est ça, oui. Et donc, oui, tu disais, Nancy, Et maintenant, une du fois que coup, t'es en fait, adulte, oui. une fois que t'es adulte, donc du coup, là, tu dois, en fait, travailler sur l'éducation de tes enfants. Et de ce fait, nous, on a des amis, après, à partir du collège, là, les nôtres, ils sont entre études supérieures et collège. Et tu dois, en fait, arbitrer, donc, est-ce que tu les mets dans le public, dans le privé? Nous, on a choisi le privé parce que, effectivement, moi, ce qui me plaisait, c'était quand même cette forme de cette discipline, cette rigueur, des valeurs de l'excellence. Même si des fois c'est dur, ça peut être dur. Ils ont quand même des espaces aussi d'expression, puisque nous, enfin, le deuxième, il a décidé de faire musique, mais alors pas musique classique, hein, où tu peux tomber sur un conservatoire tous les coins de rue. Non, 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 il a décidé plutôt métal. Donc forcément, comment en fait tu éduques tes enfants pour développer leur singularité, être bassiste et batteur dans du métal quand t'es au lycée et que tu dois faire une formation et que finalement il y a bon, les maths c'est pas ton truc, les langues bof, et donc voilà, donc tu vois, on est là, on est dans le dur du parent avec rencontre parent-prof, essayer de construire un parcours scolaire, un parcours d'apprentissage qui à la fois remplisse des obligations administratives, hein, clairement, parce qu'à la fin, il faut qu'on valide un bac, peu l'importe lequel, mais il faut que ce bac validé soit à la fois des outils pour que notre fils puisse avoir des compétences, des soft skills, qu'il ait envie d'apprendre, qu'il adore apprendre, qui puisse en fait continuer à se développer quand lui sera adulte, tu vois. Juste avant de te donner la parole, Jacques, c'est que ça a été un petit sujet entre nous, parce que du coup, moi, j'en étais arrivé même, parce qu'en fait, Nancy a parlé un peu de notre fils, c'est que moi, je suis un peu plus critique quand même sur. Alors, j'ai eu un peu le même profil que toi. Moi, ça s'est bien passé à l'école. J'avais en fait, j'avais des aptitudes pour ce sur quoi on m'évaluait. C'est ça en fait qui fait que ça marche ou pas à l'école. Et si t'as des aptitudes pour autre chose qui ne sont pas évaluées, bah forcément ça se voit pas. Notre fils, bon globalement c'est pas une catastrophe, hein, mais des fois t'as l'impression qu'on veut faire rentrer un carré dans un rond.
Et c'est vrai que ça a été un petit sujet entre nous parce que moi j'en étais arrivé à lui dire, écoute, le bac c'est une formalité administrative, coche-la, remplis-la. De toute façon, c'est difficile aujourd'hui en France de faire sans un bac, quoi que ce soit derrière, donc tu es obligé de le faire et fais-le. Et Lancy est encore toujours un peu dans l'optique de se dire on va essayer de tirer le meilleur parti de ces 2-3 ans où bon bah on voit bien que c'est pas vraiment ton truc, c'est pas vraiment fait pour ça. C'est quoi ton point de vue là-dessus, Jacques? Moi, pour reprendre là déjà sur le choix public-privé et tout, bon, je sais pas s'il y a des règles. Il doit y avoir des écoles publiques qui tournent bien. J'imagine que ça dépend des quartiers, des zones, des machins. Oui. Et homeschooling, c'est pareil. On peut en parler, mais c'est probablement assez difficile de le faire. Bon, t'as toutes les écoles Montessori et tout. Bon, ça va être assez chronophage de trouver la solution qui convient à ton gamin. Peut-être que tu seras déçu, peut-être que lui ça lui conviendra pas. Bon, j'en sais rien. En tout cas, je pense qu'il faut rester soi-même dans une réflexion. Au-delà du choix de l'école, bon, il faut pas que ce soit un environnement toxique, mais ce qui est important, effectivement, je pense, c'est de réussir. Et alors ça, bah, c'est la difficulté de nos vies où on est métro, boulot, dodo, on n'a pas forcément de l'énergie qui reste à la fin de la journée pour s'intéresser, pour être attentif à son enfant, etc. Mais voir un petit peu s'il a des choses qu'il aime en particulier. Moi, aujourd'hui, déjà, mon enfant, le dernier, lorsque je l'emmenais à l'école, je lui disais ok, ce soir tu me diras ce que tu as appris à l'école et si t'as rien appris et en général il me disait bah, j'ai rien appris ou il me sortait un truc. Bon, il était pas fasciné non plus par ce qu'il avait appris. Et, tu vois, il était en genre CM2 machin et je lui disais non mais même si t'as rien appris, dis-moi ce que t'as appris sur les gens, quoi. Tu vois, sur les profs, sur les situations, quoi, pour qu'il soit pas focus sur le contenu qu'on essaye de lui recoller dans la tête pour la 10e fois, parce que c'est bon, il a compris le tri des déchets, les poubelles jaunes, vertes, machin, ça il sait, mais qui s'intéresse, qui reste un petit peu alerte sur ce qui se passe, quoi, ce qui se passe chez les gens et tout. Et alors j'ai fait ça, je sais pas dans quelle mesure ça agit, mais au moins ça lui permet de pas être totalement un zombie. Et en fait, ce qu'il faut, c'est alors déjà, je pense, ce qu'il faut, c'est quand tu sens qu'un enfant accroche sur un truc, faut l'encourager. Et là, c'est là où c'est difficile, c'est qu'il faut réussir à libérer du temps, quoi. Mais le dernier, là, justement, il s'avère qu'il adore bouquiner et tout. Il peut te bouquiner 500 pages dans la journée sans problème. Et donc, il avale des trucs et il processe pas mal l'info. Et là, j'ai fait un petit chantier avec lui. On écrit un bouquin, c'est un truc héroïque. Ça se passe dans le Japon plus ou moins médiéval et avec l'IA. Donc on bosse avec l'IA et on fait un vrai travail. C'est-à-dire que lui, il va chercher des bouquins parce que ça lui plaît. Je suis pas obligé de le forcer. Il va lire des trucs, ça peut être du roman, ça peut être des documentaires pour alimenter en fait la fiction qu'on essaye de faire. Et puis on essaye de pondre un truc et puis comme ça on apprend tous les deux quelque chose parce que c'est des outils intéressants. Donc lui, je l'accompagne là-dessus. Bon, ça prend du temps. Honnêtement, je pense pas que tous les parents aient cette capacité. Si ton gamin en plus il fait du sport, c'est pas la peine. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on sait pas, quoi. Le marché du travail, on sait pas ce que ça va être demain. C'est impossible. Donc, moi, je pars du principe qu'il faut qu'ils aiment ce qu'ils vont faire, tu vois. Il faut réussir à piger leur prédisposition, leur centre d'intérêt, et puis les choses qu'ils aiment, quoi. Donc, les trucs dans lesquels ils vont pouvoir vraiment s'engager à fond. Ils vont bosser sans compter parce que ce sera une passion. Et puis je pense que dans cette quête d'excellence, parce qu'ils aimeront leur truc, ils vont grandir, si tu veux, sur leur caractère, sur plein de compétences et de qualités humaines qui te servent dans la vie de toute façon. Donc bon, peut-être qu'il gagnera du fric, peut-être pas, mais il va grandir immensément si tu arrives à reconnaître avec lui sinon sa vocation, en tout cas quelque chose qui lui plaît. Alors il y en a un autre là depuis 1 an et demi.
où il y a 3 ans, il voulait faire du piano. On lui avait acheté un jouet à 60 balles là sur Amazon, où il avait joué un peu, puis ça l'avait saoulé. Et puis là, il nous a dit je veux réessayer le piano. Et là, il a essayé, et on a la chance d'avoir trouvé une pianiste juste à côté, qui accède pas encore le Bitcoin, mais qui est super mentor. Et le gars, il s'éclate là-dedans, tu vois. Et c'est un mentor. C'est pareil, quand tu rencontres un mentor, que ce soit dans un sport, quelqu'un qui va vraiment être un éducateur, quoi. Il va te transmettre des compétences, des savoirs, mais aussi des qualités humaines, une exigence, un respect. Il va être attentif à toi. Des mecs comme ça, il y en a à l'école. Ils n'ont pas le temps de faire ce métier-là, mais il y en a aussi beaucoup dans le sport, dans plein d'autres activités. Et ces gens-là, c'est les gens les plus précieux, quoi, tu vois. Ouais, mais je suis d'accord avec toi parce que du coup, on a exactement trouvé ce mentor en fait pour notre fils, puisque en fait, par le pur des hasards, il y a une petite école privée de musique qui s'est ouverte avec quelques élèves. Et puis on l'inscrit. Et tout de suite, mais ça a matché avec Marius, avec notre fils. Ça a matché, il a appris la batterie avec. Et du coup, à force de bosser avec, il a eu envie d'apprendre d'autres instruments tout Mais seul. c'est ça, c'est top. Il s'est enchaîné avec d'autres cours. Et en fait, ça se passe tellement bien et son mentor le drive tellement que là, cette année, il lui a dit, bah écoute, mon kiki, cette année, si tu veux, je te laisse quelques élèves Ah ouais, top. pour t'entraîner avec moi. Ah, top. Voilà. Ouais. Donc là, cette année, voilà, il a son premier élève, donc il s'entraîne, voilà, à transmettre à nouveau. Et c'est vrai que ce qui est compliqué avec l'éducation obligatoire, qu'elle soit enseignée de manière privée ou publique, parce que comme tu dis, tu as raison, en fait, le public, mais en fait, elle est tellement restreinte, tellement contrainte, qu'en fait, elle a pas tant de marge de manette que ça. Mais en fait, en tant que parent, quand on veut donner une éducation assez exhaustive à nos enfants, on est obligé d'aller chercher, de les éduquer nous-mêmes, en fait. Et bon, c'est une très bonne chose, hein. Dans le Moi, temps, je tu suis avais très les contente. Et ça grands-parents. veut Dans dire, le temps, tu avais une vie, tu vois, intergénérationnelle qui était plus riche. oui, oui, Quand tu as ah la oui, chance d'avoir une grand-mère dans les parages qui transmet toute sa bonté et sa sagesse, en même temps en étant exigeante, mais le gamin, il va faire parce que c'est grand-mère, tu vois. C'est top, quoi. oui. Ah bah c'est top. Mais là, du coup, dans le cas de votre fils, bah du coup, en fait, ça veut dire que il va faire des stages, il va aller faire des séjours, il va aller en fait faire des activités entre guillemets extrascolaires qui va venir en fait enrichir en fait son parcours d'apprenti. Bah, je reprends Paul, De... ce que tu dis, parce que du coup, c'est vrai qu'on a commencé à l'évoquer, mais c'est la valeur du diplôme qui. Alors là, je vais un peu orienter peut-être ton propos, Jacques, mais c'est que dans un monde qui est en bouleversement en fait, hein, qui évolue à une vitesse folle, avec l'arrivée de l'IA, c'est quoi aujourd'hui en fait la valeur d'un diplôme? Alors entre le début où tu commences tes études et à la fin, puis alors 5 ans après. Et moi, j'en suis au stade où notre grande est en études supérieures. Et elle est loin, loin de la maison. Et donc, on fait des visios régulièrement de ça. Et il y a 8-10 jours, je lui ai dit, écoute, je te souhaite de pas aller au bout de tes études. En fait, je te souhaite. Alors en plus, ces études coûteuses, qui nous coûtent un bras, machin. Mais du coup, j'ai dit, écoute, je te souhaite de pas aller au bout de tes études, alors que moi, je suis pur produit comme toi, hein, d'école, avec les bons diplômes, machin. Mais je dis, si tu vas pas au bout, parce qu'elle est en train d'essayer de lancer des projets de business, machin, si tu vas pas au bout, ça veut dire que tu as lancé un business qui marche et que tu as su développer quelque chose, et en fait, que le diplôme en soi, il te sert à rien. Est-ce que tu as donné une réflexion, toi, sur la valeur du diplôme aujourd'hui, en 2026, à l'heure de l'IA, et tous les 2 mois, en fait, tout est remis à plat? Je sais pas, j'imagine que plus ça va, plus ça va aller, plus tu vas réussir à apprendre par toi-même. En tout cas, avec l'appui de tout ce que tu peux trouver sur Internet. Encore une fois, je pense que c'est intéressant d'avoir un mentor. Sur les diplômes, je pense qu'il y a les diplômes risquent effectivement, l'éducation supérieure, il y a pas mal d'écoles qui vont voir leur valeur un petit peu se dégrader
dans le regard des gens, quoi. Mais je pense que tu vas toujours avoir des formations, tu vois, qui vont révéler des savoir-faire ou une excellence. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, là en Suisse, ils ont des voies d'apprentissage qui sont extrêmement valorisées, tu vois, je veux dire. Et j'imagine que tu as des écoles d'hôtellerie, des écoles de ci, de là, de menuiserie. Alors, quand tu as fait les compagnons du devoir et que tu as le diplôme ou je sais pas quoi, la médaille ou le truc qui va avec, tu vas partout. C'est quand même un sésame qui vient souligner le fait que tu as un savoir-faire, tu as une culture. Tu vois, il y a quand même des trucs, quand tu vas au MIT, tu vois, il y a des trucs d'élite. Et l'élite, c'est pas un gros mot dans ces cas-là, c'est juste que tu es au summum de ta discipline. Et donc, je pense qu'il y aura encore une valeur du diplôme. Par contre, tous les diplômes bullshit, ils vont passer à la trappe, quoi. Et moi, si tu veux, l'université dans laquelle j'ai bossé pendant 1 an, là, enseignant, là, chercheur au Tech de Monterrey, donc c'est au nord du Mexique. C'est plutôt une bonne école privée, plutôt une bonne réputation, etc. Bon, bah mine de rien, sur certaines filières, pas toutes, donc peut-être pas en physique ou en maths appliquées, mais sur pas mal de filières, c'est des fils à papa qui s'achètent le diplôme, tu vois. Et moi, mon job, c'était de donner des bonnes notes aux gamins, sinon ils venaient se plaindre à mon chef qui me disait putain Jacques, pourquoi tu l'as mal noté, tu vois. Je veux dire, parce que finalement, pour être certifié, toutes les universités sont obligées de te faire certifier en fait pour attirer à toi des élèves qui viennent de partout, internationaux. Tu as intérêt à être certifié et ces certifications t'imposent un cahier des charges où il faut justement que tu aies une évaluation par les élèves avec les dérives que ça peut entraîner. Et donc, je viens de citer l'exemple. Mais aussi des trucs où il faut absolument que tu publies un max, quoi. En fait, les universités, on leur demande de publier, mais on leur demande pas de publier des bons trucs, quoi. En fait, ils peuvent publier de la merde et ils vont tous mettre leur nom derrière la publication. Et donc, moi, j'ai vu ça, quoi. J'ai vu que si je restais dans ce truc-là, ça avait beau être une école privée qui était censée avoir des objectifs de rentabilité, machin, j'allais juste m'éteindre rapidement, quoi. J'allais juste. Après, j'ai un pote mexicain là-bas, dans la même université. Lui, il faisait de la biologie moléculaire. Lui, c'était un génie, un petit peu à la Nicolas Cantu, tu vois. Bon, bah lui, il s'éclate, quoi. Il s'éclate parce que c'est des mecs qui se laissent pas démonter par des systèmes foireux. Ils arrivent à naviguer dans le bordel institutionnel. Ils se font leur petit espace, ils se font leur petit labo. Et ils arrivent à aboutir tu vois. Donc voilà ce que je peux te dire sur les diplômes. Un dernier truc que je voulais, vas-y. Un dernier truc que je voulais dire parce que c'est important, je pense. En tout cas, moi, tu vois, j'ai pas eu d'orientation. J'étais complètement déjà, j'étais pas tellement lucide et sans doute pas très mature quand j'étais en seconde, première. En dépit des bonnes notes que j'avais, je voyais pas très clair. Et donc, je me suis probablement pas mal orienté. En tout cas, j'ai regretté mon orientation ingénieur en agriculture. Bon, heureusement que j'ai pu partir en Hollande, faire de l'environnement, de l'eau et tout, parce que sinon, j'aurais pu m'ennuyer un petit peu. Et donc, j'ai vraiment eu envie que mes enfants aient à leur côté des parents qui les accompagnent un petit peu dans ce travail d'orientation qui est vraiment difficile, parce que quand t'es gamin, on te dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Putain, sérieux, t'as 15 ans, 16 ans, tu vois, c'est balèze, quoi. Donc, t'en as qui ont la vocation, ils veulent être médecins, tant mieux pour eux, mais c'est rare, quoi. Donc, comment tu fais? Eh ben moi, ça s'est présenté là avec l'aîné qui nous a dit en fait non mais moi je veux pas bosser, je veux pas faire d'études supérieures. Il était dans son trip drop shipping là, tu sais là les boîtes là, tu montes des boîtes. Et donc il se levait le matin à 5 heures du mat pendant que sa mère dormait pour pas qu'elle le sache. Et moi j'étais là, j'étais complice. Et il essayait de faire du marketing machin, tu vois. Bon, et en fait parce qu'il voit les trucs de YouTube, il voit des gens qui se bougent le cul, il se dit c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. Et moi je lui disais écoute, écoute, t'as quand même du potentiel, pousse un peu ton potentiel
et développe ta capacité d'abstraction en faisant des études, et puis après tu fais ce que tu veux, quoi. Et il voulait pas trop. Et finalement, j'ai réussi à le convaincre de discuter avec un ami à moi qui est coach, coach en entreprise, et aussi pour les personnes, quoi, qui veulent un petit peu réfléchir sur le sens de leur vie, sur des projets pro et perso. Le gars, il est très très bon. Il bosse avec des grandes boîtes et tout, mais aussi avec des individus. Et puis il arrive à conjuguer dans sa boîte à outils des trucs plus ou moins orthodoxes, assez ésotériques. En fait, il est bon. Il est bon, et à peu près comme tous les gens qui ont une compétence, une expertise et du cœur. Et donc il a aidé mon fils finalement à mettre des mots sur des trucs en lui qui sont un peu des drivers, tu vois. Des trucs dans des situations où il va facilement activer tel truc, et il va se sentir bien et il va être bon, quoi. Et donc je pense que à cet âge-là, où finalement t'es amené à faire des choix assez difficiles, à des choix un peu déterminants qui vont Ouais. t'orienter, qui vont, tu vois, conditionner un petit peu les 1, 2, 3, 4, 5 ans, voire plus. C'est bien si tu as la possibilité de rencontrer ce type de personnes, et des personnes qui ont à la fois l'expertise, le cœur et le respect, et ça veut dire aussi le discernement. C'est-à-dire, il s'agit pas de mettre un gamin dans une case et lui dire t'es comme ci, t'es comme ça, toi t'es tel type de personnalité, mais non. Tu vois, c'est vachement subtil à cet âge-là. Tu dois y aller par petites touches, quoi. Ouais, mais carrément. Et je profite pour vous dire que aujourd'hui, en fait, on fait le format. Je rappelle que le format, en fait, des lives ont légèrement changé. Maintenant, vous avez l'accès directement aux commentaires, donc n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à poser des questions dans la case commentaires. Et à la fin du live, on vous laissera quelques minutes pour poser des questions à Jacques-Édouard. Alors, il y a Rick qui nous a dit que ça faisait écho avec le protocole de Lisbonne de l'UE à la fin des années 90-2000. J'ai demandé si tu voulais qu'on te donne la parole. T'as pas répondu. Si à la fin du live, tu veux nous en dire plus sur un peu ce qui faisait écho, on te donnera la parole. Voilà. Et Je fais une micro-pause technique, moi, en ce qui me concerne, d'accord? Ok. Vas-y. Donc, par la suite, du coup, en fait, on a vu que l'éducation, elle nous impacte dès le départ dans notre cursus de consommateur en tant qu'enfant. Donc, ensuite, elle va aussi nous impacter lorsqu'on est adulte, puisqu'il va falloir qu'on choisisse et qu'on accompagne nos enfants en fait dans leur cursus scolaire en fait, pour les aider en fait à devenir des adultes, des personnes libres. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que là, on s'est un peu fait piéger. On est resté en fait sur le sujet de l'éducation, et on est resté un peu dans le modèle d'éducation nationale où en fait ça s'adresse à des enfants et des jeunes adultes. Et ça sous-entend presque qu'une fois que t'as ton diplôme, la formation est terminée. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on avait évoqué avec Jacques-Édouard en préparant ce live, c'est que ça serait quand même intéressant de se questionner à quel moment on doit arrêter l'éducation. Oui, la formation, parce que finalement, est-ce que le plus important, ce n'est pas de continuer à investir sur soi? Et l'éducation fait partie de cette quête et cette approche financière. Alors justement, pour continuer l'éducation, profitez-en pour vous abonner au compte de BTC Touchpoint, au compte de Bitcoin et nous, que ce soit sur X ou sur les chaînes YouTube. Et puis reliker, partager, ça aide le projet à rester. Pardon? Mettez des pouces à fond. Voilà. Et c'est cool, je vois des têtes connues là, l'Afrique par le Bitcoin, Millet, le cher Millet, Zoz, que je regrette de pas voir plus souvent vraiment. Et c'est vraiment sympa de vous voir tous ce soir-là. Et donc Jacques, du coup, je disais que donc la troisième en fait étape en fait, c'est
nous adultes, moi voilà, j'ai passé ma petite crise de la quarantaine. Dieu merci, je suis pas partie avec un petit jeune de 20 ans sur un yacht à boire des mojitos. T'as beaucoup mieux à la maison, c'est ça. Comme dirait Science GG avec une latina ou une latino, je sais pas. Enfin, si à la version garçon, voilà, je veux bien, hein, les gars, dans le bunker. Donc ouais, j'ai fait aussi ma crise de la quarantaine. Et dans la crise de la quarantaine, quand on veut tout plaquer, tout recommencer, tu as un regain d'énergie et tu es aussi prêt en fait à te former et à apprendre des nouvelles choses. Et là, en fait, ça change complètement, moi, personnellement, une croyance complètement limitante que j'avais héritée de ma famille, c'est que l'apprentissage, ce n'est pas réservé, en fait, aux jeunes jusqu'à 25 ans, jusqu'à ce qu'ils ont leur diplôme. Parce que, en fait, moi, très longtemps, en fait, on disait, ouais, bon, tu sais, à 40 ans, 50 ans, se reformer, repasser des diplômes, apprendre des nouvelles choses, c'est quelque chose de quasiment impossible. Ça se fait pas. C'est inatteignable. Alors, il y a des barrières, mais c'est pas forcément des barrières cognitives qui empêchent en fait les gens de continuer à se former et à apprendre. Et toi, Jacques, par rapport à ça, qu'est-ce que Non, mais c'est vrai que quelque part, il y a peut-être un sentiment diffus dans la société qui te laisse croire que, ok, bon, tu fais tes études, avec un peu de chance, tu arrives à avoir le diplôme ou à trouver la carrière qui te convient, puis après c'est un peu tracé, quoi. Et peut-être que ton apprentissage, il va être technique, il va être en compétences, il va être on arrive difficilement à se figurer qu'en fait vraiment on a possibilité de continuer à grandir à peu près dans toutes les dimensions. Il y a des événements dans notre vie ou plutôt nos vies sont ponctuées parfois de petits événements assez furtifs parfois, mais bam, où tu prends voilà, t'as une réalisation soudaine, tu te dis et qui réveille en toi vraiment ce sentiment que d'être humain sur Terre, c'est un truc de ouf. Et qu'il y a moyen vraiment d'aimer la vie et d'avancer. En fait, il y a une aventure humaine, quoi. Mais ces sentiments, ils peuvent être juste fugitifs et s'éteindre. Et effectivement, on est obligé de faire des compromis finalement, à moins d'avoir le courage de vivre une vie d'artiste ou d'être pleinement entrepreneur ou de prendre des risques pour vraiment suivre déjà une voie intérieure qu'on a distinguée. Bien souvent, on est obligé de faire des compromis voilà, on juge qu'on a besoin de faire des compromis. Moi, ça a été mon cas en fait. Même si ma formation, mon background académique a l'air assez lisse comme ça, c'était plus chaotique que ça en a l'air parce qu'à l'intérieur, il y avait justement, il y avait des trucs qui se passaient et par la suite, j'ai toujours un peu exploré des zones, comment dire, pas c'est ça, des expériences qui étaient pas, tu vois, des trucs plus ou moins ésotériques ou, par exemple, je vais te donner un exemple, mais qui est révélateur. Quand j'étais en deuxième année d'école d'ingénieur d'agriculture, j'avais une bande de potes, on se faisait quand même pas mal chier, faut le dire. Mais donc il fallait faire des trucs marrants, quoi. Et il y a un moment donné, on s'est mis en tête de faire du spiritisme ou je sais pas quoi. Mais c'était vraiment, si tu veux, c'était de la pure curiosité, quoi. Je veux dire, moi, j'avais jamais fait ça, mes potes non plus. On jouait un peu aux jeux de rôle et tout, Donjons Dragons, machin. Donc, il y avait ce trip. On avait une bande de potes et puis et donc on s'était fait des sessions comme ça avec les bougies et tout dans l'amphi la nuit, machin, avec les lettres et tout. Et en fait, si tu veux, il se passe des trucs. En l'occurrence, il s'était passé des trucs qui nous ont suffisamment dérangés pour qu'on décide d'arrêter au bout de 2-3 sessions, quoi. Et tu dis? Non, rigole. Et donc, si tu veux, moi, des trucs finalement dans ma vie, j'ai toujours été, et c'est pas nécessairement de l'ordre tu vois, de l'ésotérique, mais que ce soit dans la connaissance des trucs, j'ai toujours aimé aller vers les trucs un petit peu où il y avait des choses, voilà, des trucs
qui a éveillé Je vais ma faire une petite curiosité. marche arrière. Quoi? Justement, ça m'amène à faire une petite marche arrière dans le live parce que tout à l'heure, on était un peu vite sur l'introduction, la présentation. Et est-ce que ça te pose un problème de dire comment tu as découvert Bitcoin? Parce que pour certains, c'est pas si loin que ça de l'ésotérisme en fait. Donc, Voilà, c'est ça. En fait, c'est juste. En fait, il y a plein de trucs, il y a plein de phénomènes qui sont accessibles sur Terre, qui sont plus ou moins censurés parce que la société ne veut pas accepter ces réalités dans son corpus parce que c'est gênant, parce qu'on n'arrive pas forcément à les expliquer avec les outils scientifiques dont on dispose, et puis parce que ça gêne. Bref. Et puis il y en a d'autres. Voilà, on voit bien. Bitcoin, c'est aussi un truc qui est censuré comme ça. Mais comment? Alors moi, ça s'est fait de la manière suivante. J'étais dans une période de ma vie où, voilà, quelque part, j'avais décidé de faire le compromis d'avoir une vie plutôt assez normie, un peu. J'avais trouvé un compromis où dans ce métier-là d'expert eau, hygiène, assainissement dans les pays en développement, j'étais nourri par ces voyages, par ces missions assez variées qui ça se renouvelait. Il y avait des gens sympas, j'avais des collègues super sympas, mais c'était un job assez répétitif et finalement c'était quand même un job un peu de fonctionnaire dans le sens où c'était de l'argent public. Il n'y avait pas du tout le même genre d'exigence qui pèse sur toi que lorsque ton rapport, tu vois, je veux dire, il n'y avait pas des exigences de performance, ça s'inscrivait finalement dans une logique d'argent gratuit, et donc il y avait ça aussi qui faisait que t'étais pas. Et moi j'ai essayé dans mon boulot d'apporter de la créativité, tout ça, mais en fait c'était pas attendu, on s'en foutait un petit peu, fallait juste faire le job. Et donc au fil des années, cet intérêt pour le boulot, parce que c'est quand même chouette, je veux dire, quand tu bosses sur des questions d'eau, de cette ressource en eau, de sa gestion dans les villages, les bidonvilles, dans les mégalopoles africaines ou asiatiques, tu te rends compte à quel point c'est vital. Bon, il y a moyen intellectuellement de prendre du plaisir dans ce travail. Tu fais forcément des belles rencontres, donc t'arrives à trouver des motivations. Mais au fur et à mesure, eh bien, ces motivations, elles baissent parce que tu réalises finalement que ton travail il est assez inutile. Moi, j'ai réalisé que mon boulot finalement, il s'inscrivait dans une logique de soft power, de relations bilatérales, multilatérales, où pour que la France puisse sécuriser l'uranium dans tel pays, on va arroser tous les ministères parce qu'il faut avoir des relations stables avec tel gouvernement. Bon, ça peut être plus complexe que ça, mais c'est un petit peu de cet ordre. Et donc, pour tous ces projets, que ce soit des projets dans mon secteur ou dans l'éducation ou la santé, etc., tu mets des gens qui sont bien formés, qui vont bien gérer le projet, qui vont faire des bons documents de projet, qui vont suivre un process un peu professionnel. Mais en fin de compte, vu qu'il n'y a pas tellement d'enjeux là-dessus, si tu veux, moi, mes rapports d'évaluation, il y avait peut-être un gars qui lisait le truc, quoi. Pas parce qu'il était intéressé à savoir s'il y avait dedans, mais parce que c'était juste son métier. Il devait cocher la case. Le rapport d'évaluation a été soumis, je l'ai lu, il est conforme au cahier des charges. Tu vois. Donc, il y a un moment donné, toi, tu essaies d'apporter de la valeur dans le rapport. Tu sens bien, au bout d'un moment, tu acceptes que tu sers vraiment pas à grand-chose, quoi. Et puis, c'était dans une période où j'étais parti en Éthiopie. Je m'étais dit, putain, là, il y a un truc qui m'intéresse sur le papier. Tu vois, t'arrives tout le temps à te motiver, quoi. Là, c'était c'était un nouveau concept, un nouveau narratif qui était un peu hypé. Ça s'appelait Water Stewardship, tu vois, c'était des partenariats entre des grosses boîtes privées, le gouvernement, les ONG. J'étais là, ouais. Bon, j'arrive à me faire croire que ça va être intéressant et je dis, allez, j'y vais. Si ça marche pas, j'arrête. Je quitte ce secteur. Et là, je bosse pour le gouvernement allemand, l'équivalent de l'Agence française de développement que CNAFO a défoncé là. Et donc, si tu veux, pareil quoi, grosse boîte, gros budget, c'est une boîte privée, mais en fait, c'est l'actionnaire, c'est le gouvernement. Donc, en fait, gros truc de fonctionnaire avec gros salaire et pas tellement de remise en question. Et en fait, au bout d'un moment, je me rends compte que je fais perdre le temps de tout le monde. Et là, je commence à me dire merde en plus parce que je suis dans une période où je vois la vague woke, c'est-à-dire que je vois que ces programmes, quels qu'ils soient,
eh bien, non seulement ils ont des objectifs opérationnels liés à la mise en place de services, l'amélioration des pratiques agricoles, travailler sur la corruption, mais de plus en plus, il y a tout un volet qui nous est imposé, qui est un volet woke, qui est lié à la question des genres, à la question climatique, tous des trucs qui partent d'une bonne intention, mais qui sont amenés de manière tellement violente et sans discernement de là où les gens sont, qu'en fait ça backlash et les gens, c'est du foutage de gueule, quoi. En fait, tu leur imposes tes programmes avec tes volets idéologiques. Donc, finalement, tu leur imposes une propagande et eux ils acceptent parce qu'il y a du fric, quoi. Et ils ont besoin de ton fric. Et en fait, le truc c'est que moi j'étais à cette époque-là, j'avais un regard qui devenait assez critique par rapport à ça. J'ai jamais rien eu contre le féminisme et a priori la cause réchauffement climatique, ça servait plutôt mon business. Donc, mais je me suis mis à chercher le truc. C'est l'époque à laquelle j'ai découvert aussi Thomas Sowell un peu plus tôt. Moi, j'ai commencé à prendre un peu le parti de OK. J'ai commencé à accepter d'alimenter mon regard critique sur mon propre secteur. Et il y a un moment donné, j'en pouvais plus. J'étais en solo là-bas. Ma famille avait pas fait le déplacement. Rétrospectivement, ils ont fait le bon choix parce que c'est un job qui a duré 2 ans. Donc, mais c'était pas évident d'être cette séparation. Mais par contre, tu vois, ça m'a laissé tout le temps comment on dit, binge-watcher tout Antonopoulos, Andreas Antonopoulos. Donc, si tu veux, il y a eu un moment donné. J'ai découvert Bitcoin et j'ai eu la grande chance de pouvoir sans tarder trouver des mecs comme Antonopoulos qui, au-delà des aspects purement financiers, présentaient Bitcoin pour ce qu'il est. En tout cas, pour ce que j'y trouve, c'est un outil vraiment porteur d'espoir, un outil qui a du sens en termes de fondation pour un développement durable, si on en enlève les connotations foireuses qu'a pris ce mot depuis, tu vois. Mais voilà le contexte dans lequel j'ai pigé le truc. Alors au début, forcément, moi je suis rentré, c'était genre août-septembre 2017. Donc le truc est passé de, je sais pas, 2500 à 10-15 000 $ dans les 4 mois qui ont suivi. C'était un truc de ouf, quoi. C'était un truc de ouf et au mois de décembre, tu vois, j'ai pas pu avoir la maturité tout de suite. Au mois de décembre, j'appelais mes collègues pour leur dire d'acheter des CryptoKitties, tu vois. Donc j'ai eu ma période bien gravos aussi, mais je pense que j'ai senti dans la profondeur des enseignements de Antonopoulos, il devait y en avoir d'autres aussi, mais il y avait McAfee, je crois, mais c'était quand même plutôt sur Antonopoulos que je raisonnais. J'ai senti qu'il y avait un truc et puis ensuite ça m'a pas lâché, quoi. Et il m'a fallu ensuite un petit peu de temps. Quand je suis rentré en France, j'ai voulu pivoter, j'ai pas trouvé, j'ai tenté des trucs, ça a pas marché, donc j'ai dû reprendre un boulot, consultant, bureau d'études, où là on faisait même plus semblant. Si tu veux, là c'était vraiment du boulot, voilà. Et où j'ai bien vu, en fait, j'avais des collègues sympas là-bas, et vraiment beaucoup de respect pour ces gens qui montent ces boîtes. Mais c'est juste qu'il y a un moment donné, t'acceptes que t'es pas à ta place, tu vois. Et c'est horrible de faire la gueule et de c'est pas cool. Donc il y a un moment donné, je me suis dit. Tu dis ? T'imagines ce secteur maintenant avec l'IA qui te mâche le boulot en termes de rédaction de rapports et compagnie. Ah, tu m'étonnes. Et t'en es où alors maintenant sur tes projets Il me semble que tu as des projets autour de l'éducation des Bitcoin, pas forcément en France. Tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, bien sûr. Écoute, là, je suis donc ce que je voulais dire, c'est dans un premier temps, pour moi, Bitcoin, ça a été un refuge, quoi. Au-delà du fait que ça a été un refuge qui a été avec une validation économique, et c'était important parce que ça lui donne quand même une réalité. Tu te dis, je suis pas juste en train de triper, quoi. Je dirais. Donc ça a été une fonction de refuge. Et puis ensuite, et ça c'est important, je pense pour nous tous, il me semble. Je crois qu'on a tous eu cette période de refuge. Hein. Ouais. Voilà, refuge. Et puis c'est une récompense, c'est un truc qui récompense ta curiosité. En fait, t'as tout. Si t'es sur Bitcoin, probablement
et c'est que tu es quelqu'un qui a une curiosité naturelle ou que tu as cherché à rester ouvert d'esprit. Peut-être que naturellement, tu es enclin à prendre des risques. Et donc, finalement, c'est une récompense de ce que tu as su préserver de ça, en fait, de l'esprit d'enfant qui reste ouvert à des possibilités que les autres veulent pas voir ou négligent ou tu vois, balayent du revers de la main. Donc ce truc, c'était quand même génial parce que moi, je m'étais intéressé à pas mal de trucs par le passé qui sortaient des sentiers battus. J'essayais de partager ça avec des gens. Bon, les gens en avaient rien à foutre. Là, sur Bitcoin, c'était un petit peu la même chose. Tu trouves un truc, c'est le cheat code, c'est le truc, c'est ouf quoi. Il faut juste creuser, bosser le truc. Avec une persévérance, assez vite la passion te donne des ailes et tu creuses à fond, mais assez vite tu vas ensuite t'es plus tout seul quoi. Tu retrouves cette communauté de gars comme toi qui font à peu près la même expérience. Et puis on en parlait l'autre jour, Nancy. Ça réactive en fait l'apprentissage parce que t'as tellement de talent et de diversité dans cette communauté. T'as des gens qui vont partager leurs perspectives et c'est ce que je fais dans le podcast. En fait, moi, les gars, c'est pas des profs diplômés d'histoire et machin, mais ils ont une culture, ils ont une perspective sur la vie qui est différente et ils la partagent. Et en fait, du coup, tu t'ouvres à des disciplines que tu as complètement ignorées juste parce qu'il y a des mecs passionnés. Et idéalement, c'est ça que tu veux comme prof, c'est des gens passionnés qui te partagent la passion, qui t'ont conduit, tu vois. Juste une petite expérience, enfin un sentiment qu'on a ressenti tous les deux. Nous, notre refuge Bitcoin, ça a été pendant le Covid. Et c'est vrai qu'on a été dans des confs à ce moment-là et on s'est regardé, c'était Yorick de Montbine, je crois, qui les a mis une claque, qu'on découvrait. Et en fait, on s'est regardé, on a dit, en fait, on est au siècle des Lumières, on est en train de, oh, tu vois, dans ces cas-là, t'es un peu dans un délire, quoi, mais tu dis, on écrit l'histoire. Ouais, c'est ça, tu écris l'histoire, tu fais un bond en arrière, en fait, c'est comme si tu avais pris le bus magique de professeur Moustache et en fait, tu revois des scènes, c'était vraiment exaltant, excitant, enfin, c'était vraiment génial. Et donc aujourd'hui, tu partages ça sur. Donc t'avais à la base, t'avais fait un parcours, je crois, d'éducation. Je me souviens que tu nous avais présenté ça lors d'un événement. Ouais. Bah, c'est ça. Au début, si tu veux, moi, c'était aussi ça. C'est ça le truc par rapport à la crise de la quarantaine et tout, c'est que il y a cette période de la vie, c'est pas un mythe, hein, c'est un truc, ça se produit quand même plutôt. Je te coupe 2 secondes, je sais complètement de quoi tu parles, je suis en plein dedans. Voilà, c'est plutôt la norme. Moi, j'avais lu un bouquin parce que je sentais que ça commençait à secouer là et tout, et j'avais lu un bouquin. Alors, j'ai plus le nom, mais j'essaierai de retrouver. C'était pas mal. En fait, je crois que c'est comment il s'appelle? Pas Freud là, Jung. Je pense qu'il a décrit la chose en expliquant quelque chose, je vais simplifier. C'est genre, il y a un moment donné, alors la période peut varier, ça peut être 35, 45, mais il y a un moment donné, en fait, tu te rends compte que tu vieillis, bon, tu vas mourir, que le temps passe, que tu as fait quand même putain de sacrifices pour t'adapter aux attentes, aux exigences de la société, plus ou moins fantasmées, mais en tout cas, tu sens que tu as fait des sacrifices et que tu as sans doute réprimé un petit peu une partie importante de toi, l'enfant, plein de choses en fait, beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie qui ont été empêchées, qui a été inhibée. Et ce qu'il explique, c'est qu'il y a un moment donné, tu fais le bilan, tu arrives dans cette phase, tu dis non mais stop quoi. Donc plus ça va, plus tu as de la difficulté à t'imposer ce renoncement à devenir qui tu es, ou en tout cas à laisser surgir cette énergie qui de toute façon demande à s'échapper. Et donc tout le challenge consiste à bien canaliser cette énergie. C'est-à-dire, tu peux faire péter la Ferrari et la Barbie, mais c'est pas nécessairement ce qui va te permettre de satisfaire finalement ce besoin plus profond en toi,
qui est de répondre à, à quelque chose sans doute de plus existentiel, quoi. Et donc, moi, ça s'est manifesté. Alors, Bitcoin, ça a été, c'est arrivé un peu à ce moment-là où j'étais prêt à dire, ok, vous me saoulez là. J'étais prêt à claquer la porte du secteur. J'avais dit, c'est mon dernier projet. Bon, ça a pris un peu plus de temps pour tourner vraiment la page, mais donc j'étais prêt. Et puis ensuite, moi, en fait, quand j'étais gamin, je voulais être dessinateur de bande dessinée. J'adorais Gottlieb, j'adorais Blueberry, j'adorais les bandes dessinées. Moi, tu me collais pendant les vacances avec des BD, j'étais content, quoi. Et donc le côté créatif, finalement, j'avais pas trop pu l'exprimer. Et quand j'ai vu Bitcoin, en fait, effectivement, un truc aussi, c'est le côté interdisciplinaire, relier les savoirs, l'ancrage dans l'histoire, tout ça. Moi, c'est un truc, ça m'a tellement passionné. Je me suis dit, je vais faire un truc un peu créatif. Tout ce que j'aime bien, je vais le mettre. Et alors le fil conducteur ou ce que j'ai trouvé comme moyen d'unifier tout ça de manière pas trop bordélique, c'était cette analogie avec le film Arrival de Denis Villeneuve, où donc, si tu veux, bon, je vais pas revenir sur le truc, mais j'en parle sur le site là. Il y a une page qui explique tout ça, mais qui me permettait dans un univers un petit peu de science-fiction, un peu créatif, de partager en fait ma fascination, non seulement pour Bitcoin, mais en fait pour ce que la vie a et qui peut nous fasciner, quoi. En fait, c'est juste que waouh, tu te rouvres à un univers des possibles qui est plus grand que ce que la société, tu vois, que de ce dans quoi tu t'étais confiné, quoi, tu vois. Donc je me suis fait ce trip qui est finalement un trip un peu égoïste où j'ai avant tout cherché à satisfaire un besoin de kiffer, de kiffer ma pédagogie. Est-ce que ma pédagogie a touché du monde? Je sais pas. J'ai juste fait mon truc. Apparemment, tu vois, j'ai pas des masses de followers et tout, mais j'ai du bon feedback dans le sens où les gens qui m'écoutent, ils aiment bien ce que je fais. Et donc, pour moi, ça a été une phase où je me suis remercié. Tu vois, c'est cette récompense aussi. Il y a un moment donné, t'as le droit de prendre un moment pour faire quelque chose dont tu sais que ça te fait du bien, quoi. Donc ça, j'ai fait ça. Et puis Complètement. Oui. On est en train de le faire pour notre part. Le live, c'est ça. Ah, allô? Allô? Ah. Merde. Ah. Ah ouais, non, Ah, d'accord, merde. effectivement. Je sais pas pourquoi Ah, d'accord, ok. je sais pas pourquoi ça Excuse-moi. s'était, Ouais. je sais pas comment ça s'était produit. Bref, donc ça c'était un peu la première phase. Bon, il y avait quand même, si tu veux, le souhait de faire une vraie pédagogie, mais de transmettre le truc à ma manière. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui font un travail exceptionnel en France et ailleurs. Et qu'est-ce que je pouvais apporter, moi? Je veux dire, donc j'ai apporté ce que je suis. J'ai essayé d'apporter ce que je suis. Et voilà. Ensuite, ce que je voulais dire, ouais, il y avait un truc. Bon, je pense que comme tout le monde, j'ai fait chier mon entourage à mort. Mais j'avais toujours été comme ça en fait. Dès que je trouvais un truc, j'en parlais aux gens et les gens étaient là. Mais putain, il est monomaniaque avec son machin et tout. Et puis 4 ans, 5 ans plus tard, il revenait avec autre chose. Là, c'était Bitcoin. Et donc, en fait, l'orange peeling, je peux pas dire que j'ai eu un succès retentissant. Alors peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent et dont j'ai facilité la descente dans le rabbit hole. Mais en direct comme ça, à froid, j'ai pas orange peelé grand monde. Et en fait, au fur et à mesure, et c'est peut-être c'est une prise de conscience qui a été assez longue. Les gens te le disent et c'est parfois difficile à écouter, ou en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses. Hein, je me trompe peut-être, mais parce que tu as envie de faire durer le truc. Mais je me rends compte que je m'adresse pratiquement à des pairs, tu vois. Les gens qui sont dans le space aujourd'hui, c'est probablement aussi des bitcoiners qui sont à peu près aussi infectés par le virus que moi, tu vois. Et donc on est tous
plus ou moins quand même des gens qui sommes un petit peu avant-gardistes. Moi, je vois un courage énorme en fait dans cette communauté, le courage de tracer un peu sa voie seule dans la vie. Il y a un côté assez audacieux, un peu barjot, à accepter qu'on est un petit peu hors norme. Il y a le côté misfit. Euh, Je vais dire, tu m'as pas orange pilé, parce que j'étais déjà convaincu au moment où tu as sorti ta chaîne. Ta chaîne, ouais. Par contre, tu nous as permis d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion, en fait. Ouais. Avec les partages de lecture que tu avais sur ta chaîne, notamment. Bah, il y avait déjà 20 heures de traduction sur c'est l'or, je crois. Ouais. Ouais. Du coup, je le mettais le matin pour aller bosser. J'ai 40 minutes Prenez pour aller, ta 40 petite minutes dose. pour revenir. Donc non, ça a été vraiment, comment dire. Et après, tu vois, vas-y, t'allais dire. Non, je disais franchement le travail qui est fait sur la chaîne, et franchement je vous invite vraiment à y aller, à les écouter et à réécouter, parce que la discussion de Michael Saylor avec comment ça s'appelle, Bridge Love, Ouais. il est incroyable. Là, je suis en train justement de traduire. Alors parce que là, c'était en fait, c'est vrai qu'il a dit beaucoup de choses, Saylor, dans cette conversation fleuve. Et il y a Anil Patel, un gars que j'aime vraiment beaucoup, qui un pédagogue aussi vraiment brillant, qui a condensé tout ça dans un petit bouquin qui s'appelle Le Trésor de Michael Saylor, dont je suis en train de terminer la traduction, et qui est beaucoup plus pratique. Et donc ça fera partie, en fait, ce sera dans le podcast prochainement. C'est parce qu'en fait la conversation Breedlove, elle est vraiment longue, quoi, tu vois. Donc ça permet d'en avoir une deuxième lecture et puis de pouvoir reconsulter des idées en particulier. Mais pour revenir sur la prise de conscience, en fait, et cette prise de conscience, elle a été facilitée quand j'ai vu l'étude. Je sais pas si vous l'avez vu, il y a une étude qui a été faite par comment il s'appelle, le gars qui a fait. Il y a un gars qui a fait un travail d'analyse, en fait, de la démographie, en fait, des types de personnalités qu'on trouve beaucoup chez les bitcoiners. Et donc il s'appelle, attends, j'ai sorti le truc. Il a fait, ça, Brandon Keaton. Il a fait un sondage, je crois, il doit y avoir 1500 bitcoiners. Alors bon, c'est un peu biaisé parce que les gens qui ont répondu, c'est les bitcoiners qui sont sur X, donc c'est des gens qui sont quand même pas mal engagés. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette étude, elle démontre quand même qu'il y a une surreprésentation de quelques types de personnalités, pas beaucoup, tu vois. Je sais plus combien il y a de types en tout, il doit y en avoir 12, j'imagine, ou peut-être 16. Là, c'est 3-4 profils qui sont hyper surreprésentés. Et donc là, attends, je vais lire, c'est le MBTI montre que les bitcoiners forment une population très atypique. Ils sont massivement concentrés sur les profils NT, intuitifs penseurs, surtout INTJ 34%, INTP 22%, qui représentent à eux seuls près de 57% des répondants, contre 5,4% dans la population générale. Tu vois, ils sont présents ils sont 10 fois plus présents dans la communauté Bitcoin que dans la population générale. Et donc la Bitcoin attire donc naturellement des penseurs abstraits, logiques et visionnaires qui excellent dans l'analyse systémique, la remise en question des institutions et la planification à long terme. Ce que je veux dire par là, en fait, ce qui est important, c'est que j'ai quand même eu l'impression de beaucoup m'adresser à la communauté, là où je pensais, est-ce que je le crois encore, mais je pensais que ce que je pouvais apporter, justement, c'est de faire un pont vers, peut-être pas des normies, mais des gens qui sont prédisposés peut-être à s'ouvrir à cette technologie, qui ont juste la tête trop dans le guidon. Et je me disais, à la faveur d'un Covid, à la faveur d'un nouveau stress, Ukraine, là, tu vois, on va s'en reprendre un gros truc dans la gueule socio-économiquement, là, on sent que ça vient, là.
je m'étais dit Confinement à la fin, énergétique. Ouais. voilà, là, on sent que ça va être dur là. Bon, je me disais à la faveur de ce contexte qui nous secoue, etc. Il y a des gens qui vont voilà, lever la tête du guidon, dire putain où est-ce qu'on va là? On se prend le mur. Est-ce que je peux faire quelque chose pour pas me le prendre et tout? Et en fait, je pense pas avoir touché ces gens. Et je me demande si c'est parce que aujourd'hui on est encore dans une phase où finalement les gens qui sont perméables et qui répondent à ce type d'idées, de techno, de stimulation, c'est ce groupe de personnalités finalement assez étroit. Ou est-ce que c'est juste moi qui ai pas encore réussi à piger comment réveiller la curiosité des gens? Peut-être qu'il faut que j'accepte aussi que c'est un truc qui va prendre son temps, hein, c'est une imprégnation de la culture et que ça peut se passer sur une période plus longue que je l'imagine. Et puis que nous, peut-être que notre vocation, c'est justement parce qu'on est plugué comme ça, d'aller chercher ce type d'innovation et de faire un boulot difficile, mais sans doute nécessaire et sur le long terme de transmission, et qu'il faut revoir un petit peu à la baisse nos attentes en termes de chiffres. Après, il faut voir aussi, voilà, il y a des gens qui réussissent bien quand même. Je peux me remettre aussi moi-même en question. Est-ce que le discours que je porte, est-ce que ma stratégie, est-ce que finalement il y a une cohérence entre ce que je suis et ce que je cherche à faire? Donc moi, si tu veux, je suis un petit peu quand même dans cette phase où je suis super content finalement de ma vie en général, même s'il y a eu des périodes difficiles et tout. Je suis très content d'avoir préservé ce qui m'a permis de découvrir Bitcoin, qui me donne aujourd'hui. Ça, c'est un point à souligner. Tu vois, je pense que Bitcoin, il valide la poursuite de ta singularité. C'est-à-dire, il vient valider en toi le fait que, ok, suis ton propre chemin. Si tu le suis, il va t'arriver des trucs cool. C'est en croyant en toi et en ta voix que tu as trouvé ça. Donc maintenant, il faut juste tu continues. Peut-être que t'as pas besoin, peut-être qu'il faut pas bloquer, faut pas t'arrêter nécessairement sur Bitcoin. C'est peut-être pas le terminus pour toi. Peut-être que c'est un allié, c'est sûr, un allié hyper important pour le reste de ta vie. Mais t'as peut-être pas vocation nécessairement tu vois, à cultiver ad vitam aeternam ou à de promouvoir un Bitcoin maximalisme. Peut-être que tu vas et peut-être que tu vas mener toute ta vie ce combat et il sera, c'est merveilleux. Je veux dire, mais c'est peut-être pas notre destin à tous. Ou pour moi, aujourd'hui, ce que je me dis, c'est que le plus important pour moi et pour ma famille, et sans doute aussi pour le collectif, la société, et c'est juste d'aller plus vers moi, quoi. Tu vois, et on en discutait l'autre jour là. Le meilleur moyen d'orange-piler les gens, c'est sans doute de révéler la meilleure version de soi-même plutôt que de les faire chier avec des arguments. Tu vois, les gens, c'est au bout de 2-3 ans, ils vont se dire mais en fait, il a l'air plutôt cool, il a l'air de, tu vois, c'est pas Bien vivre, ouais. d'être bien. Il est généreux, il m'écoute, il a plus de temps, on a l'impression qu'il est plus présent, il est moins stressé, il arrive à faire des choix qui vont dans le sens de ce qu'il est. Donc c'est peut-être ça en fait le truc, moi je sais pas. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce que je fais encore. Je trouve ça pas évident de voir les efforts que ça implique et puis la difficulté parfois à toucher des gens. Donc ça amène à des remises en question. Et puis là, je suis en Suisse maintenant, donc dans un contexte qui est autrement plus favorable à plein d'égards que la France pour faire ce travail. Même si finalement ils ont la meilleure monnaie du monde, quoi. En fait, ils ont jamais trop déconné avec. Donc ils sont quand même. Ils ont la moins pire. Ouais, c'est ça. Elles font moins vite, mais elles font quand même largement moins vite que les autres. Oui. Tu vois. Ouais. Et puis ils ont aussi une gouvernance qui est sans doute une des meilleures du monde. Donc ils ont un système politique qui est crédible, tu vois, même s'il est bien sûr perfectible, il est vraiment crédible. Donc finalement, donc si t'arrives en mode panique alarmiste, putain, c'est votre canot de sauvetage, ils vont se dire oula, qu'est-ce qu'il nous veut lui, tu vois.
Et donc, il y a un travail intéressant tout de même parce que quand tu creuses un peu, tu te rends compte que qu'ils sont aussi touchés, évidemment, par une inflation, que l'accès à la propriété devient quasi impossible pour les jeunes générations. Tu vois qu'ils sont quand même de plus en plus contraints par l'Union européenne à renoncer à ce qui faisait leur singularité, notamment sur le plan bancaire, mais pas que, tu vois, je veux dire. Donc, et puis là, ils morflent niveau économique, là, les sanctions, là, les tarifs, machin et tout. En fait, ils sont tellement dans l'exportation que là, ils souffrent. Donc voilà, il faut que je travaille un petit peu l'explication, la manière de présenter Bitcoin. Voilà. Et voilà. Donc j'ai eu ces derniers temps des expériences en entreprise, notamment en France, et avec des particuliers qui ont été vraiment très encourageantes. Je pense hyper encourageant de voir qu'en fait, tu as des gens qui, effectivement, ont la tête dans le guidon, ils n'ont pas le temps de s'y intéresser, mais si jamais les circonstances font que pendant une journée, ils sont obligés de s'asseoir et de t'écouter, bah, tu n'as pas de difficulté du tout à les captiver, à les motiver et à faire en sorte que quelques jours plus tard, ils passent une commande chez Bitcoin Bazar parce qu'en fait, tu as réussi à les toucher, quoi. Donc, il y a... Je vois des possibilités, mais ce qui est, je trouve excessivement difficile à mon niveau, c'est de réussir à susciter l'intérêt au premier lieu. Tu vois, tu parlais de TikTok, de tout ça. On a un attention span qui est ridiculement bas. Moi, j'ai fait le choix de les supports que je propose, c'est pas forcément ce qui va intéresser les gens en premier lieu, quoi. Tu vois, c'est des trucs pour approfondir, c'est plus culturel, quoi. Donc voilà. Ok. Bah écoute, on a presque fait 2 heures, on a complètement explosé le format. Il y avait quand même, on va essayer. Alors avant de vous révéler le nom de l'invité de la semaine prochaine qui va ravir les maximalistes, restez jusqu'au bout pour savoir qui sera là la semaine prochaine. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui seront contents de le savoir parmi nous. Il y avait peut-être des questions et il y a Rick qui est en mode intervenant. Tu souhaitais revenir sur le protocole de Lisbonne. Est-ce que tu es toujours avec nous, Rick? Ah, bon, c'est timide. Je me suis remis un petit peu là, tu sais, j'ai fait le truc business track plan B network. Je me suis dit c'est l'occasion là de voir un petit peu, de faire un petit peu de waterproofing, de voir un petit peu si ma pédagogie est solide, si j'ai des failles, comment je peux m'enrichir de ce que font les autres et notamment Giacomo Zucco qui est non seulement hilarant mais passionnant et très intelligent et très pédagogue. Et à cette occasion, j'ai écouté Roxy qui intervient parfois et il a fait une petite démo de Claude Code pour nous montrer à quel point le cycle, si tu veux, d'itération sur la création d'une app dans un projet était accéléré. Et donc il nous l'a fait en mode Roxy, c'est-à-dire assez assez jouissif et en même temps assez bordélique mais assez efficace. Il a réussi à me convaincre et à tous nous convaincre finalement que fallait le prendre sous le mode ludique, quoi. Et en fait, j'ai installé VSC là ou je sais pas quoi, et j'ai réussi à faire finalement en une semaine des trucs dont je pouvais à peine rêver. Donc qui sont des petits trucs, mais si vous allez sur le site, j'ai refait un petit peu, j'ai pas mal rebossé le site et je pensais pas le faire. J'ai quand même galéré à faire ce site WordPress. Moi, je suis pas du tout, tu vois, j'ai morflé sur WordPress parce que voilà, j'ai jamais appris. J'ai appris sur le tas, quoi. Tu apprends sur le tas, tu galères. Bon, maintenant avec et là en fait, en discutant avec les outils LLM et puis en bossant sur Claude Code, j'ai intégré des petites apps qui me rapprochent de cette idée que je vous avais présentée à Coutances, qui était vraiment justement de proposer des
des parcours totalement personnalisés Ouais. en lien avec ton profil de personnalité et tout. J'y suis pas encore, mais ça reste, c'est pas la top priorité. Là déjà, j'ai progressé pour valoriser ce que j'ai et de le rendre plus accessible. Si jamais il y en a qui veulent faire un petit tour et qui peuvent me donner leur feedback, c'est génial. Et puis voilà, c'est juste ce que je voulais ajouter. Sinon, le podcast, il y a des trucs qui viennent. J'ai parlé du trésor de Sailor là de Anil Patel. Il y avait Balaji aussi, Network State. Finalement, je pense que c'est très bien. J'ai hésité. Je l'ai écouté à nouveau il y a peu de temps. Balaji, je l'ai trouvé très pertinent. Et puis il y a des petits sujets aussi qui donneront lieu, je pense, à des présentations. Voilà. Alors, est-ce que donc Rick nous a dit que bon voilà, c'est un peu tard maintenant pour parler du protocole de Lisbonne, on est passé à autre chose. Est-ce que dans les auditeurs, il y a des questions, si vous souhaitez intervenir directement avec Jacques, c'est le moment. Surtout que Nancy est partie faire une pause technique, c'est le problème de la tisane. Et ben tant pis pour elle, j'ai quand même annoncé l'invité de la semaine prochaine, ça sera Ulrich Fromy du Café Viennois qui va venir nous présenter son travail et puis qui fait un boulot de ouf, hein. Qui fait un boulot absolument hallucinant. Donc Nancy doit bosser cette semaine son interview. On se rend pas compte ces bêtises de live, mais c'est un peu de boulot de préparation. C'est Nancy qui prépare beaucoup. Et je crois que tu aimerais bien lui parler de l'humanisme, ce genre de choses. Ouais. Bon, il y a du travail encore à faire. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir arrêter là, Jacques. Ouais. Et nous a rejoint à la fini sa pause technique. C'était génial de m'inviter. Je vous remercie et je suis très content d'avoir pu, en tout cas, être en présence d'une partie de la communauté. Là, j'imagine qu'il y en a beaucoup que je connais. C'est un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous et puis ce sera un plaisir de vous revoir en vrai dans les mois à venir, j'imagine. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour ce printemps et cet été, quoi. Et puis si vous passez à Neuchâtel pour le Paradigme, on se verra. Ça va. Salut. Bonne soirée. Allez, ciao. Bonne soirée à tous. Bye.